Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Il y avait un programme dans une mosquée à Londres et les gens y posaient leurs questions et il y avait une sœur qui avait posé une question à l'imam. Et la question c'était, Imam, est-ce que cela est normal que je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter à manger, pour m'en nourrir moi et mon bébé, et que nous sommes venus à la mosquée, il n'y avait personne pour nous aider, et du coup, je suis obligé d'aller chercher à manger dans une église. Dans cet épisode en deux parties, j'ai le plaisir d'échanger avec Mufti Bilal Omarji. Originaire de l'île de la Réunion et vivant en Angleterre, Mufti Bilal est spécialisé en finance islamique. Il nous explique ici son rôle de Mufti, les difficultés qu'il a rencontrées au cours de son parcours et comment il les a surmontées, mais aussi l'état actuel de la finance islamique en Angleterre. Je me suis dit que ça ne me suffisait pas de faire le travail de imam seulement. Il était très important pour moi de comprendre aussi le monde du travail des gens qui étaient autour de moi, des gens qui venaient à la mosquée aussi. D'accord? Et franchement, wallahi, cela m'a ouvert les yeux. Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Mufti Bilal. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Alhamdulillah, je vais très bien. Et toi? Très très bien, écoute, très très bien. Bah, écoute, Mufti Bilal, je vais commencer par te demander de te présenter, d'en dire un maximum sur toi en une trentaine de secondes, s'il te plaît. D'accord. Alors, donc, je m'appelle Omar Bilal. Les gens m'appellent Mufti Bilal à cause du travail que je fais en tant que consultant dans la finance islamique. J'ai 38 ans, j'habite en Angleterre. Euh, de profession, je suis un employé à l'aéroport comme agent de sécurité. Et aussi, je suis, comme je te l'ai dit, je suis un consultant dans la finance islamique. J'ai une passion, on va dire, pour la lecture. J'aime lire beaucoup les livres sur la jurisprudence islamique et aussi je suis un abonné du magazine The Economist. Mhm. Et comme étant de la génération du Club Dorothée, j'ai toujours un petit faible, on va dire, pour les Chevaliers du Zodiaque et Dragon Ball. Dragon Ball. Ouais, Dragon Ball, il n'y a pas mieux. Dragon Ball Z. Ah, c'est toujours Euh, dans mon petit temps libre, je regarde toujours quelques épisodes de temps en temps. un petit Broly. Voilà. C'est pas un titre qu'on entend très souvent, le titre de Mufti, en tout cas pas en France, à l'étranger peut-être un peu plus. Donc est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça représente? Quelle est la différence entre le rôle d'imam ou le cheikh ou tous les différents titres qu'on peut entendre? Alors, le Mufti, en fin de compte, c'est celui qui donne une fatwa. Et une Mhm. fatwa, c'est vraiment, on va dire, une opinion sur la jurisprudence. Le Mufti, il est très différent d'un juge. Donc, si tu regardes un peu les livres sur la jurisprudence islamique, on fait toujours la différence entre ce qu'on appelle le Mufti et ce qu'on appelle le juge. Alors, Mhm. le juge, Le vraiment, Hakim. le hakim, voilà, ou le qadi, il est Mhm. encore plus haut que le Mufti. Le Mufti, il donne juste des opinions. D'accord? D'accord. Maintenant, en France, peut-être, je pense que ce terme-là n'est pas utilisé, n'est pas courant parce que, en général, même ce terme-là n'est pas vraiment courant dans le monde arabe par rapport au monde indo-pakistanais Mhm. où les gens utilisent plus ce terme-là pour désigner les gens qui peuvent donner une fatwa. Oui. Donc, ils utilisent ce terme-là pour différencier entre ceux qui peuvent formuler une opinion sur la jurisprudence islamique et entre ceux qui ne peuvent pas formuler cette opinion-là. En ce qui est de la différence entre le mufti et le imam, eh bien, alors ça dépend. En général, le imam, c'est celui qui officie la prière.
donc Oui. il travaille dans la mosquée. Et donc le imam, il peut être un mufti ou il peut Hmm. être aussi un cheikh. Mais quand Mhm. on parle de imam, on parle surtout de la personne qui est vraiment qui est le leader de la communauté Hmm. de la mosquée. Oui. Et en ce qui est du cheikh, eh bien, le cheikh, c'est le terme le plus utilisé dans le monde arabe. Mais en général, il ne peut n'avoir de différence entre ce qu'on appelle le cheikh et le mufti. Alors, il y a des cheikhs qui sont comme qui sont l'équivalent des muftis dans le monde indo-pakistanais. Mhm. Mais, comme je te le dis, en général, le mufti dans le monde arabe, c'est vraiment le mufti de l'État. Oui. C'est celui qui va donner des fatwas à niveau national. Oui. Oui. D'accord. Mais du coup, de manière générale, le mufti, c'est quelqu'un qui a suffisamment étudié la science pour être capable de donner des fatwas, des avis juridiques sur des sujets donnés. Voilà, exactement. Hmm. Donc, c'est vrai que chez nous, il y a une formation spécifique pour arriver à ce stade-là. Donc, par exemple, moi, j'ai commencé à faire mes études pendant 6 ans dans une école islamique qu'on appelle un Darul Ulum. Mhm. Au bout de ces 6 années, on atteint le titre de Maulana ou de Alim, ce qui veut dire savant de l'islam, Mhm. mais on n'est pas considéré comme mufti. Alors, pour devenir mufti, il faut faire une étude approfondie ou une formation qui peuvent aller d'une année à 2 ans D'accord. en fonction des écoles. Donc, moi, j'avais fait mes études à la base, les études de théologie islamique entre 1999 jusqu'à 2004 en Angleterre. Et la formation de Mufti, je l'ai fait en 2014, toujours en Angleterre. Donc, on va dire 10 ans après. Donc, le fait d'avoir fait la formation de Mufti 10 ans après, je pense que cela a été très bénéfique pour moi. On va dire pour comprendre comment se fasse l'application des avis juridiques dans le contexte que l'on vit. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es en Angleterre? Donc, j'étais venu en 1999. J'étais resté jusqu'en 2004 pour faire les études. Je suis reparti sur l'île de la Réunion, parce que moi, je viens de l'île de la Réunion. Mhm. Là-bas, j'ai été imam dans une mosquée pendant, je pense, 1 an et demi, peut-être. Ouais. Et ensuite, je suis revenu en Angleterre en 2006, si je ne me trompe pas, 2006. Donc, depuis 2006, je suis ici en Angleterre. Donc, on va dire D'accord. 14 ans maintenant. Qu'est-ce qui t'a amené à venir en Angleterre? À la base, je voulais faire des études à l'université. Mhm. Je viens d'une génération où, quand j'ai quitté le Darul Uloom, euh, notre principal, qui était mon ustad aussi, mon professeur, Cheikh Youssouf Motala, rahimahullah, il voulait que les étudiants fassent d'autres études, hormis l'étude de théologie islamique. Et il voulait aussi que les futurs, on va dire les futurs chouyours, ils ont des positions importantes aussi dans la société, qui n'est pas Mhm. forcément de tenir une place comme imam dans une mosquée, mais de travailler peut-être dans des universités, de travailler pour l'État, etc. Mhm. Donc, ils voulaient absolument que les étudiants, après avoir terminé leurs études de théologie islamique, ils aillent, ils aillent faire d'autres études, on va dire, en relation avec ce monde-là, le dunya. Oui. Et donc, quand j'ai terminé mes études, moi, je suis reparti à La Réunion et moi aussi, donc, j'avais cette envie-là d'apprendre, de rechercher la connaissance. J'étais très jeune, quand j'ai terminé mes études de théologie islamique, j'avais 21 ans. Ok. Et, et si je ne me trompe pas, j'étais à l'époque le plus jeune diplômé en théologie islamique sur l'île de La Réunion, D'accord. à cette époque-là.
Donc, j'avais une soif d'apprendre et malgré avoir travaillé pendant 1 an et demi comme imam, cette soif-là, elle ne s'était pas éteinte, on va dire. Et donc, j'ai voulu recontinuer mes études et je suis revenu en Angleterre pour faire ces études-là. Ok. Euh, Maintenant, moi, au départ, je ne savais pas vraiment quel genre d'études faire. Hmm. Je voulais faire des études comme professeur pour devenir professeur anglais. Ouais. Mais une fois à La Réunion, mon père m'avait parlé d'un phénomène qu'on appelle la finance islamique. Mhm. Et il m'avait dit qu'il en avait entendu parler dans les informations et tout. Mais je n'avais pas vraiment porté attention jusqu'à ce que j'ai rencontré un de mes cousins, euh, qui est un avocat à l'île de La Réunion, qui est très connu, sur les Omarjee, et que lui aussi, il m'a parlé de ce phénomène-là, de la finance islamique. Il m'a dit, voilà, comme toi, tu es un théologien, ça serait bien que tu te concentres sur le domaine de la finance islamique. Et Mhm. donc, voilà, donc, du coup, je me suis mis ça en tête, que je vais travailler dans ce domaine-là, Inch'Allah. Et je suis revenu en Angleterre. Et donc, j'ai fait mes études à l'université de Londres, où j'ai complété une licence en banque et droit, Ok. so banking and law. Pour appliquer les principes de finance islamique, il faut aussi comprendre évidemment les principes de la finance du pays dans lequel tu vis. Oui, tout à fait. Écoute, en plus, tu sais que à l'époque, ce n'était bon. Moi, je te parle de mon expérience à moi. À La Réunion, les gens ne parlaient pas vraiment de la finance islamique. D'accord? Même en Angleterre, les gens ne savaient pas que la finance islamique existait. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de gens en général, ils ne sont pas au courant de ça. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des musulmans en Angleterre qui ne savent pas qu'il y a une banque islamique en Angleterre. C'est laquelle en Angleterre? Maintenant, elle s'appelle Al Rayyan Bank. El Rayyan. Euh, ouais, avant, ça s'appelait Islamic Bank of Britain Mhm. et ça a été racheté par d'autres investisseurs et ils ont changé le nom. Mais c'est la première banque islamique en Angleterre et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, que voilà, ils peuvent s'acheter une maison en utilisant un mortgage halal. Ils ne savent pas. Mhm. Donc, moi, j'étais dans une situation où il n'y avait personne pour vraiment me renseigner et me conseiller. Et du coup, une fois, alhamdulillah, j'ai rencontré un cheikh qui est très connu ici en Angleterre Oui. dans le domaine de la finance islamique. Il s'appelle Mufti Barakatullah. D'accord. Et Mufti Barakatullah, il fait partie du Sharia Board de Al Rayyan Bank aussi. Mhm. Et je l'ai rencontré et je lui ai dit, voilà, donc je lui ai exprimé mon souhait de faire carrière dans la finance islamique. Et c'est lui qui m'a donc dit d'aller à l'université de Londres et de faire des études en droit et en banque. Et la raison pour laquelle il m'avait dit ça, c'est que c'était très important pour travailler comme un Sharia advisor. C'était très important pour la personne de comprendre non seulement la théologie islamique et le domaine de, de commerce d'un point de vue islamique, mais aussi il faut aussi comprendre comment la finance et le droit fonctionnent ici en Angleterre. Mhm. Et c'est pour cette raison que je suis parti faire cette licence-là à l'Université de Londres. Ouais. Quelle est l'importance de développer la finance islamique dans les pays occidentaux? Pourquoi c'est aussi important? Et quel est le potentiel de la finance islamique aussi? Bon, déjà, la finance islamique, qu'une branche de la finance éthique. Mhm. Donc, on a déjà dans le monde conventionnel, on a déjà ce qu'on appelle la finance éthique.
Et dans la finance éthique, les gens, euh, que ce soit des musulmans, des non-musulmans, ils veulent faire en sorte que leur argent soit investi, on va dire, d'une façon qui est moralement acceptée. Par exemple, ils ne veulent pas que leur argent soit investi dans l'armement, par exemple, Ouais. ou ils ne veulent pas que leur argent soit investi dans des filières euh, qui ne respectent pas les droits des animaux. Hmm. Donc, la finance islamique, ce n'est qu'une branche de cette finance éthique-là parce que nous aussi, nous avons des paramètres qui permettent de contrôler là où l'argent va partir. Et donc, par exemple, la finance islamique est contre le financement des usines d'armes ou de l'industrie de la pornographie ou l'industrie du gambling. C'est quoi gambling en français, Abdelrahman, j'ai oublié. Jeu de hasard. Donc, ils sont aussi contre l'industrie des jeux de hasard. Donc, tout cela fait partie de la finance éthique. Et c'est pourquoi on voit en Angleterre, par exemple, il y a aussi beaucoup de non-musulmans qui ouvrent des comptes en banque avec la banque islamique, Al Rayyan Bank. D'accord. Et cela me rappelle qu'il y a quelques mois de cela, dans les informations du matin sur ITV, on Hmm. parlait de Al Rayyan Bank. Et on disait que voilà que Al Rayyan Bank, même en étant une banque islamique, ce n'est pas une banque réservée que aux musulmans, mais c'est aussi une banque qui est faite pour tous les gens qui veulent que leur argent soit investi d'un point de vue éthique. Donc, l'importance, tu me demandais l'importance de développer la finance islamique en Occident. Donc, elle est importante d'un point de vue éthique, mais aussi d'un point de vue de la demande. De jour en jour, il y a plus de musulmans qui cherchent à investir leur argent d'une manière halal. Et donc, ils ont besoin qu'on leur propose des solutions. Hmm. Donc, c'est une demande de marché et c'est pour cela qu'il est très important de développer le financement d'un point de vue halal pour les musulmans. Qu'est-ce qui limite l'expansion de la finance islamique? Je pense que à l'heure actuelle, bon, en Angleterre, alhamdulillah, maintenant, il y a, bon, au départ, il y avait que Al Rayyan Bank qui proposait la finance islamique aux gens, mais maintenant, il y en a quelques-unes. Mais en ce qui concerne l'Europe, je pense que le plus gros problème, c'est la peur de l'islam. Ouais. C'est que les gens, ils pensent que si on va laisser s'implanter euh, la finance islamique comme finance alternative, alors c'est peut-être que les musulmans, ils essaient de conquérir notre pays ou notre culture, etc. Alors que cela, évidemment, n'est pas vrai. D'accord. Et après, bon, d'un point de vue technique, on va dire que il y a beaucoup de choses aussi à changer d'un point de vue de droit. C'est ce qui avait été fait une fois en France, je pense en 2010 ou 2011, Oui. Oui. parce que il faut changer les lois de taxes, etc. Donc, ce n'est pas une chose facile aussi à faire. Hmm. D'accord. Et du coup, toi, tu as pu voir donc, dans les 15 dernières années, vu que tu t'intéresses à ce sujet-là, comment est-ce qu'a évolué la finance islamique en Angleterre? Bon, à cause de la crise financière qu'on a eue en 2008. Cela, je pense, a ralenti l'expansion de la finance islamique en Angleterre ou partout ailleurs même. Mais les gens maintenant commencent à vouloir investir leur argent d'une manière halal, mais sans forcément passer par une banque. Par exemple, Hmm. il y a des gens qui commencent à créer des startups en faisant en sorte que la startup fonctionne d'une manière halal. Ouais. Et pour ça, ils n'ont pas besoin de passer par une banque. Donc, ils vont faire, par exemple, s'ils ont besoin de récolter l'argent, ils passent par le crowdfunding,
où ils récoltent c'est les gens, c'est les investisseurs. Ils vont approcher des investisseurs qui vont donner de l'argent, qui vont acheter des actions de la compagnie, etc. Mais tout fonctionne d'une manière conforme à la charia. Ouais. Et donc, on voit que ce phénomène-là est en hausse en Angleterre. Mhm. Et aussi, donc, il y a aussi des gens qui, peut-être, n'ont pas d'assez d'argent pour investir, mais par contre, ils veulent faire un travail d'où le salaire est considéré comme halal. Et pour ça, il y a une demande de nos jours où les gens, ils envoient beaucoup de questions vers nous-mêmes, vers les mouftis et les imams, etc., pour leur demander est-ce que tel ou tel travail, elle est halal ou pas? Est-ce que c'est permis de travailler comme, je sais pas, comme caissier dans un supermarché ou de travailler dans une banque, etc. Et tout ça, Mhm. il faut bien comprendre que cela fait partie de la finance islamique aussi. Ouais. Même si ce n'est pas, on va dire, un financement qui est fait par les banques, mais cela relève du domaine de la finance aussi. Mhm. Donc, je pense qu'il y a une très forte demande de nos jours où les gens, ils sont vraiment, ils veulent faire en sorte que tout ce qu'ils font soit conforme aux lois de la charia, que ce soit la personne qui veut ouvrir son petit business pour vendre sur Internet. On a beaucoup de gens qui nous demandent toujours est-ce que c'est possible de vendre telle ou telle chose sur Amazon? Est-ce qu'on peut faire le dropshipping? Est-ce que le dropshipping c'est halal? Est-ce qu'on Mhm. peut euh, faire travailler comme chauffeur de taxi? Et donc, je vois une grande différence par rapport à il y a 10 ans. Les gens sont beaucoup plus sensibilisés à ces questions. Exactement. Très Mhm. sensibilisé. Alhamdulillah, c'est une très bonne chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que une des premières choses que Allah subhanahu wa ta'ala il va demander aux gens au jour du jugement, c'est où as-tu dépensé ton argent? Oui, Donc, c'est très important de savoir ce qu'on fait avec l'argent, d'où l'argent elle provient et où on la dépense exactement. d'accord. Ok. Tu es passé par la National Zakat Foundation. Oui, Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est? C'est quelque chose d'assez gros en Angleterre. oui, alors la National Zakat Foundation, c'est une association caritative et musulmane. Et le but au départ, c'était d'aider les gens à payer leurs zakat. Ils ont commencé à partir dans les mosquées pendant le mois de Ramadan parce qu'en général, les gens, ils aiment donner la zakat pendant le mois de Ramadan. Mhm. Mais ce qu'ils avaient réalisé, c'est que la majorité des musulmans ne savent pas comment calculer la zakat. Alors, il y a des musulmans qui donnent ce qu'on appelle la sadaqa, Oui. mais ils ont tendance à confondre entre la sadaqa et la zakat. Et il y a des gens qui parfois pensent que en faisant la sadaqa, en donnant l'aumône ou en sponsorisant un orphelin à l'étranger, ils pensent qu'ils n'ont plus à payer la zakat. Oui. Et en général, les gens ils pensent comme ça, c'est plus par rapport au manque de connaissances sur la calcul de la zakat en elle-même. Donc, Mhm. la National Zakat Foundation, au départ, ils voulaient éduquer les gens à comment calculer la zakat et comment payer la zakat aussi. D'accord. Et ensuite, leur but, c'était de récolter l'argent de la zakat des musulmans qui vivent en Angleterre Mhm. et avec cet argent, de la distribuer en Angleterre même, au lieu de l'envoyer à l'étranger. Alors donc, il y a quelques années de cela, il disait que tous les années, pendant le mois de Ramadan, on estime que les musulmans d'Angleterre dépensent aux alentours de 100 millions de pounds de zakat et qu'il n'y a peut-être 3 millions de cet argent-là, 3 millions de ces 100 millions qui est dépensé en Angleterre. Donc, les 97 millions, elle est dépensée à l'étranger. Bon, cela s'explique.
les gens, ils ont tendance à voir la pauvreté à l'étranger. Moi, j'ai fait plein de séminaires dans les mosquées sur le thème de la zakat et je me suis confronté à beaucoup de gens qui pensent que la zakat ne doit, qu'il n'y a personne en Angleterre qui est assez pauvre pour recevoir la zakat. D'accord? Et donc, ils pensent que l'argent de la zakat, elle doit quitter le Royaume-Uni, elle doit être dépensée dans les pays pauvres comme la Syrie, le Yémen ou, euh, ou en Afrique, etc. Pays en guerre, pays en famine. Voilà, exactement. Ouais. Donc, c'est par rapport à ça, les gens, ils ont tendance à envoyer leur argent à l'étranger. Une deuxième raison, c'est que les musulmans qui sont en Angleterre, en général, ils ont beaucoup de familles dans leur pays d'origine, donc que ce soit en Pakistan ou en Inde, etc., ou au Bangladesh. Et donc, comme c'est des pays sous-développés et dont il y a beaucoup de pauvreté, les gens, ils ont tendance à envoyer leur argent de la zakat là où ils viennent, ce qui est tout à fait normal. Le problème, c'est que, comme je te l'ai dit, c'est que il y a de la pauvreté en Angleterre. Et il y a beaucoup de musulmans qui sont très, très, très pauvres. Moi, j'avais rencontré une personne qui était venue du Maghreb. J'ai travaillé avec lui pendant quelques temps. Et il m'avait dit que pendant 9 ans, bon, maintenant, alhamdoulilah, il est marié et tout, il est stable dans sa vie. Mais il m'avait dit que pendant 9 ans, euh, il était sans domicile fixe et il dormait sous un pont à Londres. Mm. Et il n'y avait personne pour l'aider. Il y a beaucoup de musulmans à l'heure où je te parle qui dorment dehors et il n'y a personne pour leur aider. Et une fois, ce qui s'était passé, je me souviens, c'est il y avait un programme dans une mosquée à Londres et les gens y posaient leurs questions et il y avait une sœur qui avait posé une question à l'imam. Et la question c'était, Imam, est-ce que cela est normal que je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter à manger, pour m'en nourrir moi et mon bébé, et que nous sommes venus à la mosquée, il n'y avait personne pour nous aider, et du coup, je suis obligé d'aller chercher à manger dans une église. L'imam était stupéfait, il n'a pu répondre à la question. Mais c'est juste pour te dire qu'il y a beaucoup de pauvreté, malheureusement, en Angleterre, dans la communauté musulmane. Donc, la National Zakat Foundation, leur objectif, c'est de s'occuper de ces gens-là. Ils Mm. ne disent pas de ne pas dépenser, de ne pas aider les musulmans euh, en dehors de l'Angleterre ou dans les pays pauvres. Ils ne disent pas ça. Ils disent que voilà, il faut aussi s'occuper de notre communauté à nous. Et donc, j'ai joint la National Zakat Foundation en 2017. Donc, moi, j'étais un consultant pour aider. J'étais en charge du service de la calculation de la zakat. Donc, tous les années, on va dire pendant le mois de Ramadan, on recevait peut-être 3 à 4 000 questions. Mm. Et donc, on devait traiter ces questions-là. On aidait les gens à calculer la zakat. Il faut aussi dire que ce service-là, il était gratuit. Alhamdulillah, et toujours gratuit. Donc, National Zakat Foundation, elle aide les gens à calculer la zakat gratuitement. Et aussi, il n'y a même pas de condition. Tu peux venir, tu calcules ta zakat et tu n'as pas à payer ta zakat à la National Zakat Foundation. Et moi, je Mm. peux te dire que j'ai rencontré des gens qui venaient, qui prenaient des rendez-vous de 1 heure pour venir calculer la zakat. Et Mm. parfois, ils avaient des zakats en milliers et milliers de pounds à payer. Et quand je leur posais la question, ben, où vous allez payer votre zakat? Ils me disaient sèchement, ben, moi, je ne veux pas vous donner mon argent. Donc, voilà, c'est juste pour montrer la mentalité des gens, qu'ils ont toujours ce doute-là que est-ce que vraiment
en payant ma zakat ici en Angleterre, ma zakat, elle va être acceptée. Il y a toujours cette mentalité des Le gens doute, là. oui. Hmm. Le En portant la doute, zakat, voilà. le but de la zakat, c'est enfin, d'aider d'abord en premier lieu l'entourage avant d'aller à l'extérieur. Tout à fait, tout à fait. On peut s'en apercevoir dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il envoie Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu au Yémen. Et ce qu'il dit à Mu'adh ibn Jabal, c'est de prendre la zakat aux riches et de la redistribuer aux pauvres de cette localité-là. Hmm. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas à Mu'adh ibn Jabal de renvoyer la zakat à Medina. Il lui Hmm. dit, tu vas prendre la zakat aux riches de cette localité et tu vas la redistribuer à ces pauvres. Ouais. Donc, c'est pour ça, les ulama, ils disent, surtout chez Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, ils disent que si vous envoyez la zakat en dehors de la ville où vous habitez, alors la zakat, elle n'est pas valide. Il faudra redistribuer Hmm. la zakat. Sauf s'il y a un besoin dans un autre endroit, il est plus grand que là où on habite. Hmm. Donc, il y a toujours cette exception-là. Mais pour te Oui. dire, à la base, la zakat, elle doit être distribuée là où la personne, elle réside. Hmm. À Singapour, ils ont un très bon système. En fait, tu peux venir dans la mosquée de ton quartier, de ton district, et Ouais, ils t'aident à calculer ta zakat. Et en fait, eux, je leur demandais du coup ma zakat, elle va aller où? Et eux, enfin, la personne responsable m'a dit qu'ils ont une liste en fait des personnes qui sont éligibles à la zakat, qui habitent dans le district de la mosquée, et tout ouais. l'argent qui est donné à la mosquée sera distribué à ces personnes-là. Hmm. Et je trouvais ça vraiment bien organisé. Ils connaissent tous les pauvres du quartier, les personnes dans le besoin. Mashallah, non, c'est très, très, très bien. Mais maintenant, du coup, il y a beaucoup de musulmans d'autres pays qui aiment ce modèle-là de la National Zakat Foundation. C'est pourquoi tu vas voir qu'il y a la National Zakat Foundation. Alors Hmm. qu'elles ne sont pas connectées, mais il y a une National Zakat Foundation en Australie qui font le même travail. Il y en a Hmm. une au Canada Oui. et je crois qu'il y en a une National Zakat Foundation qui vient d'ouvrir en Suisse Aux Pays-Bas, et je en crois aux Hollande, Pays-Bas, non? aux Pays-Bas aussi. Et aux Pays-Bas, voilà, exactement. Hmm. Donc, et National Zakat Foundation, ils vont être responsables de la distribution de la zakat en Somalie aussi. Donc, ils ont eu un contrat avec les Nations Unies pour créer un système de collection et de distribution de zakat pour le gouvernement somalien. Oui. D'accord. Quelles sont les difficultés que tu as eues pendant tes études à partir du moment où tu es venu en Angleterre? Parce que du coup, tu as dû travailler un peu à l'université Ouais. et tu as fait un complément de formation au niveau de la finance islamique. Donc, comment tu as géré tout ça? Alors, au départ, les difficultés que j'ai rencontrées, c'était plus par rapport à l'éloignement, parce que j'étais venu en Angleterre, je suis resté dans un boarding school, donc j'étais très loin de ma famille et tout. Je venais d'avoir mes 17 ans et cela a été très, très difficile au début, de me séparer de mes parents. Tu avais de la famille en Angleterre ou tu t'es débrouillé tout seul? Non, non, non. Bon, heureusement que j'avais des amis rayonnés qui étaient déjà là dans le Darul Uloom. Il y en avait que je connaissais depuis bien avant. Et Hmm. donc, bon, cela a aidé à m'établir, on va dire, un peu dans le Darul Uloom et tout. Mais Ouais. parce qu'au départ, c'était très difficile, non seulement par rapport au fait que j'étais tout seul, que j'avais quitté ma famille, mais aussi parce que je ne pouvais pas vraiment discuter en anglais, les cours. Ouais. Donc, il fallait qu'on apprenne la langue arabe en passant par la langue ourdou. Et moi, je comprenais rien. Donc, j'étais assis dans la classe comme ça, sans vraiment comprendre ce que le professeur nous racontait. Je ne pouvais ni discuter avec les élèves de ma classe parce que je ne comprenais rien et eux aussi ne parlaient pas français. Oui. Donc, tout cela, franchement, c'était très, très difficile.
Mais pourquoi tu as pas suivi les cours à La Réunion? Parce qu'il y a aussi des Dar al-Ulum, donc des écoles d'apprentissage de la religion Au début, à La oui, Réunion, de 6 7 ans, oui, des longs parcours. il y avait effectivement un Darul Uloom à La Réunion, Mhm. mais à l'époque, on disait que c'était mieux de quitter le pays et d'aller ailleurs pour étudier. Et après, bon, Mhm. les Darul Uloom qui sont en Angleterre ou en Afrique du Sud, Du Sud etc., aussi, ils ça, arrivent c'est pas bien. très loin. Voilà, exactement. Mais c'est des Darul Uloom qui ont des très bonnes réputations. Mhm. Et celui qui était à la Réunion était encore, c'était un Darul Uloom qui était très nouveau. Donc, celui là où j'étais venu en Angleterre, c'est le premier Darul Uloom en Europe. D'accord. Donc, voilà quoi, c'était surtout par rapport à ça qu'on- que j'ai décidé de venir. Et pourquoi pas l'Afrique du Sud? Parce qu'il y en a beaucoup à La Alors, Réunion qui vont en Afrique du Sud aussi. oui, oui. Alors, donc, au départ, c'était entre l'Afrique du Sud ou l'Angleterre, mais un de mes professeurs avec qui j'avais mémorisé le Coran à La Réunion, Mhm. il m'avait conseillé de partir en Angleterre. Donc, par rapport à ça, je suis venu en Angleterre. Et je ne regrette pas, en fin de compte, hein. D'accord. Et juste petite parenthèse par rapport à La Réunion. Tu as dit que tu avais Oui, mémorisé le Coran oui, avec un prof là-bas. C'est quelque chose qui m'avait choqué aussi, enfin, je suis agréablement surpris à La Réunion, c'est qu'il y a beaucoup de huffaz au Coran, de gens qui connaissent le Coran par cœur, très très jeunes. oui. Déjà à l'époque, c'était comme ça. Oui, 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 c'était comme ça. Alors, je vais te dire, c'est quoi la routine en général? C'est le matin, on se lève pour aller prier la prière du Fajr. Mhm. Et après la prière, donc on va s'asseoir dans la classe pendant, je pense, une heure et demie. Oui, Et ensuite, on rentre chez soi, on va se préparer pour partir à l'école. Donc, on oui. partait au collège, je partais au collège et comme tu le sais, hein, tu passes ta journée au collège et après l'après-midi, dès que les classes sont terminées, on repartait à la médersa pour apprendre le Coran Continuer le pendant Coran. C'était deux heures et demie 100% maximum. Coran. Voilà, exactement. Bon, comme moi, je faisais Hifz, donc c'était plus 100% Coran. Mais après, il y a Mhm. le système de la madersa en elle-même à La Réunion, c'est ça l'emploi du temps, la routine des élèves. Donc, tous les Mhm. jours, après l'école, ils vont à la madersa, ils vont apprendre le Coran. Il y a des jours qui vont apprendre un peu la jurisprudence, comment prier, comment faire le wudu, etc., etc. Ils vont apprendre aussi sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie Sallallahu alayhi wa sallam. des prophètes, des anbiya Mhm. passés. Donc voilà, quoi, c'est un super curriculum. Franchement, cela aide vraiment un musulman dans sa vie, les choses que tu apprends à la médersa Mhm. bah, à cette époque-là. Donc ça commence au collège ou en primaire? Non, alors la médersa en elle-même, ça commence depuis très jeune. Je pense Mhm. que dès l'âge de 5 6 ans, tu pars à la médersa pour apprendre à lire le Coran, à lire, parce que Mhm. comme tu le sais, les gens, ce ne sont pas des Arabes, donc il faut qu'ils apprennent à lire l'arabe, à reconnaître les lettres, etc. Cela, ça commence depuis l'âge de 5 6 ans. Moi, ce que je te dis, c'est que le Hifz, moi, j'ai commencé au début quand j'ai commencé à partir au collège, D'accord. dès la sixième. Ok. Et du coup, oui, je t'avais coupé la parole. On parlait de oui, ton insertion en Angleterre et comment ton acclimatation. Ouais, donc, au début, c'était donc très difficile, mais après, on s'habitue. Dès que j'ai complété mes 6 années, j'étais reparti à La Réunion. J'ai travaillé comme imam et professeur dans la médersa. Hmm. Mais je te l'avais dit, j'ai voulu revenir pour faire des études approfondies à l'université.
Et je Ouais. pense que à ce moment-là, cela a été très difficile par rapport à surtout où il y avait beaucoup de gens qui ont essayé de me décourager, de me convaincre de ne pas partir. Ce qui m'a surpris, c'est le genre d'argument qu'on a mis devant moi. C'est si tu vas partir à l'université, tu risques de perdre ton iman, tu risques de perdre ta foi. Oui. Et franchement, moi, je n'arrive pas à comprendre comment, quel est le rapport entre partir à l'université et perdre sa foi. Mm. Mais donc, il y avait beaucoup cette pression-là, de la part de beaucoup de gens, de ne pas repartir faire des études à l'université. Et il y a beaucoup qui disaient que ce n'était pas la place d'un imam ou de quelqu'un qui avait fait les études en théologie de partir dans une université laïque dont on parle. Mais voilà quoi, malgré cela, j'ai eu le support de mes parents et tout, et j'ai revoyagé vers l'Angleterre pour partir à l'université. Bon, l'autre difficulté que j'ai rencontrée quand je suis venu à l'université, c'est que, comme je t'ai dit que la finance islamique, c'était très nouveau à l'époque Oui. en Europe, c'est qu'il n'y avait personne vraiment pour me dire quel genre d'études de faire, etc., etc. Donc, j'ai galéré pendant les premières, les premières années parce que je ne savais vraiment pas quoi faire pour rentrer dans l'industrie. Jusqu'à ce que j'ai rencontré, comme je t'ai dit, le Mufti Barakatullah qui fait partie de la Sharia Board de la banque Al Rayyan, qui était à l'époque l'Islamic Bank of Britain. Donc, c'est Mm. lui qui m'a dit de partir à Londres, parce qu'à l'époque, je vivais au nord de l'Angleterre, j'habitais à Preston, et les études en finance, en général, c'était plus, ça se faisait plus dans les universités du sud, on va dire, Ouais. pas vraiment au nord. Donc, c'est lui qui m'a dit de partir à l'université de Londres pour faire des études en banking and law. D'accord. Bon, maintenant, après avoir fait les études, malheureusement, à l'époque où moi j'ai fait les études, c'était la crise financière. Et donc, il n'y avait pas vraiment une débouchée possible du point de vue professionnel dans l'industrie de la finance islamique à l'époque. Et donc, et toujours, il n'y avait pas vraiment personne pour, on va dire, m'aider à trouver un travail, on va dire, dans une banque islamique. Donc, j'ai dû attendre, j'ai dû être patient. Et comme je t'ai dit, entre-temps, j'étais reparti au Dar al-Ulum pour faire une formation d'études de Mufti. Mais je n'ai pas baissé les bras. Euh, Moi, j'ai continué à essayer à faire des recherches dans des sujets en relation avec la finance islamique. Et petit à petit, cela a commencé à payer. Les gens, ils ont commencé à me connaître. Et du coup, j'avais rejoint un organisme qui s'appelle, bon, à l'époque, ça s'appelait First Ethical, qui avait une mission eux-mêmes d'apprendre aux gens par rapport à la finance halal, la finance islamique et euh, sur comment payer la zakat aussi. C'est sur eux que National Zakat Foundation se sont inspirés. Mhm. Mais ce n'était pas une organisation caritative ou quelque chose. Ils ne récoltaient pas l'argent de la zakat ou rien. Ils faisaient juste des petits leaflets, par exemple. De temps en temps, ils partaient dans vraiment une ou deux mosquées pour faire des programmes sur la zakat. Et donc, je les avais rejoints pendant 6 mois pour travailler sur un projet. Et c'est de cela que j'ai joint Al-Qalam. Le patron, c'est Mufti Zubair Bat, le D'accord. chair. Et c'est un site, bon, donc Al-Qalam, c'est un groupe de savants de l'islam. Et leur but, c'est de répondre aux questions de la communauté musulmane sur la finance halal. Donc, D'accord. c'est ce qu'on fait maintenant avec Islamic Finance Guru. Là D'accord. aussi, Islamic Finance Guru, ils se sont inspirés de Al-Qalam. Tu comprends? Donc, Mm. moi, j'ai rejoint Al-Qalam. Eux, ils écrivaient que sur
la finance halal, ils aidaient les gens à comprendre leur travail. Est-ce que tel ou tel travail, c'était halal ou pas? Tel ou tel investissement, c'était halal ou pas, etc., etc. Moi, je les ai rejoints comme assistant de recherche. Donc, Mufti Zubair, qui était en charge d'écrire des recherches et de répondre aux questions, il me donnait ces questions-là, il me disait de faire des recherches et de présenter mes recherches. Et par rapport à ça, lui, il écrivait ses réponses. Et cela, franchement, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup, parce que au fur et à mesure que moi je faisais ça, les gens, ils ont commencé à me connaître. D'accord? C'est par rapport du fait que moi je travaillais avec Al-Qalam que National Zakat Foundation, parce que c'est quand avec National Zakat Foundation, j'avais rencontré Mufti Faraz Adam, qui est très connu dans l'industrie de la finance islamique. Moi, je l'avais rencontré, c'est comme ça, c'est donc par rapport à Al-Qalam que moi je l'ai rencontré. Lui, il était à la National Zakat Foundation, et on va dire peut-être un an et demi plus tard, après notre rencontre, c'est lui qui avait fait les démarches pour me faire venir à National Zakat Foundation. Donc, entre-temps, moi, j'avais travaillé comme imam à Londres, et j'ai quitté ma position d'imam pour rejoindre National Zakat Foundation. Et alors, pendant que j'ai été à National Zakat Foundation, j'ai rejoint Islamic Finance Guru. Comme je te dis, au fur et à mesure que moi, je montais les échelons, les gens ils commençaient à me connaître et tout. Et du coup, alhamdulillah, aujourd'hui, j'ai pu ouvrir ma propre boîte. J'ai donc mon site shariaconsultant.com, et il y a des compagnies maintenant qui me contactent, que ce soit d'Australie ou de la Malaisie, ils me contactent pour prendre mes services D'accord. et pour les aider à faire des investissements qui sont halal. Donc, cela n'a pas été facile. Je ne veux pas dire qu'on a mis tout dans un plat et qu'on me l'a présenté. Il fallait vraiment persévérer. Il ne fallait pas baisser les bras. Et, alhamdulillah, comme le proverbe arabe dit, Man jadda wajada, celui qui cherchera, il trouvera. D'accord. Machallah. Ok. Et du coup, maintenant, tu vis exclusivement de cette activité ou bien tu as d'autres activités à côté? Donc, j'ai d'autres activités. Je suis un agent de sécurité à l'aéroport. Alors, pourquoi je me suis tourné vers cela aussi? C'est pendant que j'étais imam, je travaillais comme imam à Londres, je me suis dit que ça ne me suffisait pas de faire le travail de imam seulement. Il était très important pour moi de comprendre aussi le monde du travail des gens qui étaient autour de moi, des gens qui venaient à la mosquée aussi. D'accord? Et franchement, wallahi, cela m'a ouvert les yeux. Par exemple, je vais te donner un seul exemple. Pour moi, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il y avait des gens qui, par exemple, pendant le mois de Ramadan, ils ne priaient pas la prière de Tarawih. D'accord? Ou ils venaient prier la prière de Tarawih et ils ne priaient pas la prière de Tarawih en entier. Et moi, je n'arrivais pas vraiment à comprendre ça. Maintenant, les gens, ils disaient que, voilà, nous sommes fatigués et tout, et on ne peut prier la prière de Tarawih. On est trop fatigué par rapport au travail. Et Ouais. donc, moi qui travaillais plus dans un bureau pendant toute ma vie, quand j'ai commencé à travailler comme agent de sécurité, j'ai commencé à comprendre pourquoi les gens ils ne venaient pas prier dans les mosquées. Où il y a des gens, comme tu le sais toi-même, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas à la mosquée, qui préfèrent prier chez soi. Ouais. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi. Et donc, ça m'a permis aussi, comment dirais-je, d'adapter ma vision quand je prononce des avis juridiques sur les questions qu'on m'envoie. D'accord? Donc, par exemple, parfois, il y a des gens qui me disent ils ont des problèmes, ils n'arrivent pas à prier, par exemple, le Dhuhr et l'Asr parce qu'ils sont au travail
ils n'ont pas assez de temps, etc., etc. Comment faire? Et donc, j'arrive à comprendre ce qu'ils me disent moi-même. Tu comprends? Oui, Maintenant, on est en hiver. Les heures de prière de Zohar et Asr, ils sont très courtes. très Et il y a des gens rapproché. qui sont au travail et parfois, ils n'arrivent pas, ils ne savent pas comment faire. Donc, moi, j'ai appris certaines techniques, on va dire, parce que moi-même, j'ai été dans cette position-là. Et j'arrive à donner ce genre d'avis-là aux gens qui sont dans le besoin. Hmm. En prenant en compte leurs difficultés. Exactement, Hmm. exactement. C'est vrai qu'un imam, parfois, enfin, les personnes, les fidèles, quand ils posent des questions à des imams par rapport à leur situation, ils ont parfois ils ont l'impression que les imams ne comprennent pas vraiment leur situation. Et je comprends tout à fait quand tu me dis que toi, en travaillant sur le terrain, ça t'a permis de beaucoup mieux comprendre le contexte et de pas parler juste de théorie, de ce qui est le mieux. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et tu sais, du coup, la dernière fois, on était en train de parler sur le genre de travail qui sont halal et tout. Le fait que moi-même, j'ai travaillé comme agent de sécurité, ça m'a permis aussi de comprendre certaines choses. Quand est-ce que le travail elle est acceptable ou pas d'un point de vue islamique? Euh, Franchement, alhamdulillah, cela m'a aidé beaucoup. Hmm. Et donc, jusqu'à présent, et aussi, tu sais que, bon, le travail que moi je fais aujourd'hui, cela n'a pas été facile parce que j'ai commencé comme un agent de sécurité dans un magasin. Je me souviens très bien, mon premier travail d'agent de sécurité, euh, c'était dans le magasin Disney à Londres. Hmm. Et une autre chose aussi que j'ai fait pendant ce temps-là, c'était quand je travaillais à l'aéroport de Stansted, j'étais, euh, on appelle ça un passenger assistant. Donc, je poussais, tu sais, les passagers qui viennent dans des chaises roulantes. Ouais. Et donc, j'ai fait ça aussi. Donc, j'emmenais les passagers jusqu'à leur avion. Donc, ils arrivaient, on les mettait dans des sièges roulants, etc., etc. Et donc, on le faisait passer euh, au point de sécurité. Ensuite, on les emmenait soit dans des restaurants, soit dans le duty-free et tout. Et ça aussi, tu sais que une fois, je me souviens très bien, j'étais avec un passager et il m'a demandé de l'emmener dans le duty-free, d'accord, Pour acheter de l'alcool. pour acheter de l'alcool. Je la voyais venir, celle-là. Et franchement, et donc ça m'a donné à réfléchir. Ça m'a donné à réfléchir. Et donc, comment faire si un musulman, il ou elle soit dans cette position-là? Donc, ça m'a donné à réfléchir et j'ai dû faire beaucoup de recherches et tout. Et alhamdoulilah, maintenant, maintenant quand on me raconte ce genre de choses-là, pour moi, ça, like, comme on dit en anglais, it makes sense. Vraiment, je comprends, je vois la chose devant moi. J'arrive vraiment à Hmm. comprendre. Hmm. Est-ce que tu penses qu'il y a un manque dans la communauté, enfin, chez les imams, d'être impliqués enfin, dans la vie réelle, en fait? Oui, oui, tout à fait. Malheureusement, oui. C'est pas qu'ils, c'est pas de leur faute, d'accord? Je pense que, bon, je ne dis pas qu'il faut que tous les imams ils commencent à travailler dans un supermarché ou quelque chose. Non, je ne dis pas ça. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut travailler avec les gens qui sont eux-mêmes, qui travaillent dans telle ou telle industrie. Et c'est le devoir des membres de la communauté aussi de s'asseoir avec les imams et de leur expliquer bien comme il faut par rapport à leur travail, à ce qu'ils font, etc., etc. Et ça, c'est une chose dont je vais te dire, c'est que parfois on a des questions de personnes bon, je crois que c'était Hassan Basri, rahimahullah, qui disait Husn al-suwali nisful ilm.
de poser une belle question, bien comme il faut, c'est équivalent à la moitié de la connaissance. Un problème bien posé est un problème à moitié résolu. Voilà, exactement. Et donc, il y a des gens qui posent des questions parfois, c'est comme si qu'ils ne voulaient même pas poser la question. Et donc, il faut, quand on pose une question, il faut bien vraiment, si on veut avoir une belle réponse, il faut vraiment expliquer dans les détails le problème. Mais alhamdulillah, maintenant, j'ai fait ce travail-là et maintenant, je suis où je suis, alhamdulillah, dans un terminal privé juste pour les VIP. Je me souviens encore, ça aussi, quand j'avais eu ce travail-là, ils avaient sélectionné que 20 agents de sécurité sur 950. Et donc, moi, j'ai fait partie de ces 20 agents-là. Inch'Allah. Maintenant, je travaille avec que des gens, surtout des équipes de football et tout. Hier c'était l'équipe allemande de Leipzig qui était là. J'ai rencontré des Français qui jouent dans cette équipe-là. J'ai rencontré des gens, Zinedine Zidane, l'équipe du Real Madrid et tout. Inch'Allah. Donc, c'est une bonne rencontre. oui, alhamdulillah. Mais voilà, tout ça, ça vient de l'effort et de la volonté de l'effort aussi. Oui, bien sûr. Donc, il ne faut jamais baisser les bras dans tout, que ce soit pour le domaine de l'islam ou que ce soit dans le domaine de ce monde-là. Il ne faut jamais baisser les bras. J'espère que vous avez apprécié cette première partie de mon échange avec Mufti Bilal. Dans la seconde partie, il nous donnera quelques outils pour distinguer entre un métier halal ou haram. À la semaine prochaine, Inch'Allah.